Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ghislaine Dubois qui est avec moi. Ghislaine, bonjour. Bonjour. Alors Ghislaine, je voulais t'interviewer parce que toi, tu es chamane, mais tu es Mhm. également sexothérapeute. Tu t'intéresses beaucoup à la question du couple et c'est justement le sujet d'interview que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Finalement, quels sont les ingrédients d'un couple qui marche? Comment ça fonctionne dans les relations amoureuses? On va en parler. Avant ça, pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée, conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, à vaincre leur peur de passer à l'action et à trouver leur place. Alors, Ghislaine, première question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à la sexologie et finalement en couple, alors que tu viens d'un chemin qui n'a à la base absolument rien à voir, parce que tu étais entrepreneur, tu faisais partie d'un des plus grands groupes immobiliers en France, et tu as changé de carrière, en fait. Je ne sais pas si c'est d'un jour à l'autre, mais en tout cas, tu as changé de carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la sexologie en particulier? Ah, comment être psychothérapeute ou comment s'occuper de la psychologie si on ne parle pas de la sexologie? Je veux dire, c'est une vision à nouveau d'un monde fragmenté qui fait qu'il y a des sexologues et des psychologues. C'est idiot. Enfin, pour moi, c'est une réalité qui est absurde parce que nous vivons notre sexualité à travers les grilles de lecture de qui on est, de comment on perçoit le monde, comment on ose se lâcher ou pas. Nos interdits font aussi partie, même dans le cœur du lit, de notre sexualité, de ce qu'on attend d'un couple. Alors, on a fragmenté, il y a des sexologues, il y a des psychologues, c'est des trucs incroyables. Moi, j'ai jamais fait ça et c'est pour ça que dès que j'ai étudié la psychologie, j'ai compris que le sexe était très important aussi et que d'en parler permettait souvent de décoder les rapports réels que le couple vit. C'est un clignotant essentiel, hein, là, Mhm. dans son corps et en plus, quelle que soit la culture que l'on a, et bien la civilisation est basée sur, comment dire? Une perversion de la danse sexuelle. La religion a pratiquement mis toutes les religions a mis, sa dynamique de racines avec l'interdiction de la transe pendant le rapport sexuel. C'était très étonnant et puis aussi de codifier le rapport sexuel. Il est toujours, hein, codifié aujourd'hui, hein, on croit qu'on est libéré, pas du tout. Donc, moi, j'aime bien mener, après avoir fait, donc des études de psy qui m'ont amené à cette globalité, quand j'ai rencontré le monde de l'Indien, j'ai adoré, revisiter nos rapports, amoureux, dans la danse de la vie, tout simplement, hein et Mhm. voilà. Super. Et du coup, justement, on va parler de cette danse de la vie en couple, parce que c'était vraiment le sujet de l'interview aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on est dans une ère où finalement beaucoup de gens se rencontrent. Il y a des relations qui sont souvent plus court-termistes qu'à l'époque. Les gens restaient plus ensemble, pas forcément parce qu'ils s'aimaient, mais plutôt parfois par obligation. Aujourd'hui, finalement, est-ce que les débuts de relations sont censés être fluides et faciles pour que ça puisse fonctionner sur la durée? Qu'est-ce que c'est un début de relation? Soit c'est quelque chose qu'on a programmé soi-même, comme quand je vais acheter une paire de chaussures. Et à ce moment-là, j'ai fait une liste des qualités qu'il faut à une personne, je la regarde, elle devient un objet d'achat, hein, d'achat amoureux, on pourrait dire. Et à ce moment-là, cet objet, colle, hein, il a ou elle a, telle caractéristique, c'est ce qu'il me faut et cetera. Et je présuppose que la personne que je suis avec celle-là va très bien. Maintenant, on fait des tests là-dessus et puis que quand on aura son double numérique, on l'enverra essayer pour soi les tests, hein, qu'on a vécus. Ça, c'est les rencontres qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait. Parce qu'on a développé aussi des sites de rencontres qui qualifient, qui organisent les possibles comment dire? Les possibles compétences, pas compétences, comment on dit le terme? Je l'ai oublié. Enfin, quand ça va ensemble. Compatibilité? Compatibilité. Voilà, les possibles compatibilités pour pouvoir dire: «Oui, là, ça peut marcher ou pas». Or, la relation amoureuse, c'est logiquement une relation de transformation. C'est-à-dire, c'est la vie qui nous connecte. On le prend par surprise.
Se disent, ah, il n'a pas le profil, pourtant je suis attiré par ce mec. Ou inversement, pour un homme, il va dire, ah, mais cette femme, c'est pas possible. Ou un homme qui va tomber amoureux d'un autre homme, ou d'une femme qui va tomber amoureuse d'une autre femme. Enfin bref, c'est cet étonnement de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'éveille, c'est une part de soi qu'on ne connaît pas. Et donc, on est étonné de dire, tiens, moi qui normalement suis timide, quand je suis avec celui-là, eh bien, je me retrouve très à l'aise et je peux parler, peux rigoler. Alors évidemment, cette part-là d'habitude qui n'existe pas, qui s'éveille, je veux absolument la retrouver et j'ai envie de revoir la personne. Parce que ce qui déclenche chez moi est fort agréable. Ça, c'est ça, la relation amoureuse. Qu'elle dure une semaine, 15 jours, 3 mois, 20 ans ou 50 ans, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, une part de soi s'est transformée. Ça, Et c'est… c'est super intéressant, merci beaucoup. Mais est-ce que c'est censé du coup être facile et fluide ou est-ce que ça comporte aussi des questionnements, des disputes, des mises à jour? Parce que moi, j'ai quand même le sentiment que le couple, d'ailleurs comme tout dans la vie, est là pour nous faire grandir. Donc, on n'est pas là que pour être agréable. Et tu vois, on est dans une société finalement qui polarise qu'une seule partie, qui est le côté agréable, qu'il faut que ce soit agréable, facile, que si c'est compliqué, c'est mal, alors qu'en fait, les deux polarités existent dans la vie, le jour, la nuit, ce qui est agréable et désagréable. Toute situation génère absolument les deux au même degré, sauf qu'on est concentré sur une seule polarité, tu vois. Et donc, donc je réponds un peu à la question, mais je voudrais vraiment avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que du coup, c'est censé être que facile dans les débuts agréables ou est-ce qu'un début de relation où tu as beaucoup de questions, parce que ça arrive souvent, hein, les gens qui se rencontrent, j'en connais aussi, en tant que coach, j'ai aussi des personnes, j'accompagne pas les gens sur le couple en tant que tel, mais j'entends aussi des gens qui se rencontrent entre eux, qui se posent beaucoup de questions, tu vois, ou même autour de moi. Voilà. Est-ce que pour toi, ça doit être forcément fluide tout le temps ou est-ce qu'il y a quand même des questions, des mises à jour à faire, un rythme à trouver, une communication à créer entre les deux? L'amour, c'est facile. Si c'est pas facile au début, c'est autre chose. Ça peut être une rencontre qui fait évoluer ce qu'on veut, ça s'appelle pas l'amour. L'amour, il y a des étapes. La première étape est une étape délirante. C'est chimique. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous étonne, nous bouleverse, et on veut le vivre. Et on ne sait pas faire autrement, et c'est le corps qui parle. C'est le corps qui amène à une relation sexuelle puissante dans les débuts et où constamment on a le sentiment d'être dans un monde que l'on connaît, c'est-à-dire une part de soi qui s'éveille, qui nous étonne, mais une facilité d'être accueilli dans un monde qui nous connaît. Attends 2 minutes. Là, Il n'y a pas de problème. oui, ce que je disais, c'est que l'état amoureux est d'abord un état délirant dans la première phase. C'est cette impression d'être dans un espace connu. En même temps, ça éveille une part qu'on ne connaît pas, mais il y a cette idée physique aussi qu'on a besoin de l'autre. Il faut se toucher, il faut être constamment, et on fait beaucoup l'amour. Dans le deuxième temps, comme on a fait beaucoup, beaucoup l'amour, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la confiance, ce qui fait que quand on perçoit que l'autre n'est pas tout à fait comme on voudrait, arrive la deuxième étape qu'on appelle le réagencement. C'est-à-dire, si la personne, je ne sais pas, elle ne dit pas bonjour en rentrant, tout ça, on va dire, oh, c'est un rêveur. Si elle veut ça, on va toujours réagencer pour que ça reste parfait. Deuxième étape. Troisième étape, on a appris à réagencer. On a eu cette phase délirante, on rentre enfin dans la phase où on voit que l'autre n'est pas tout à fait comme on croyait. C'est-à-dire qu'il est un étranger à soi. Il Après est… combien de temps, ça, Ghislaine? Après combien de temps? Oh, ça, c'est généralement, ça va… on commence à avoir à peu près une année, quoi. Mais généralement, on peut aller jusqu'à 18 mois, hein, en gros. Hein. C'est pour ça que des fois, on peut aller… Souvent, on dit 3 ans. La passion, c'est 3 ans. Parce que quelque part, quand on voit ça, on a l'impression que l'autre nous a menti. Comment? Je croyais que tu étais comme ça, tu n'es pas comme ça. Non, en fait, c'est que le reste, on ne le voyait pas. C'est ça qui est très, très différent. Mais logiquement, ça crée assez de confiance hein, pour pouvoir permettre d'accepter, d'aimer quelqu'un qui a une part de lui qu'on ne va jamais rencontrer. J'aime ça chez lui et je n'aime pas ça ou je n'arrive pas à aller à ça et ce n'est pas grave. Donc, c'est vraiment la rencontre avec ce qui est différent de moi que je peux aimer. C'est pour ça que l'amour est une source d'apprentissage extraordinaire. Et ces 3 étapes, si on n'a pas la première étape physique bien importante, les 2 et 3e étapes sont difficiles. Voilà. Donc après, c'est autre chose.
Après, on veut construire une relation. Alors, ça, c'est le mot qui me tue, mais ça marche quand même. Donc, dans construire une relation, généralement, on a couché les cases. Donc, on fait tout l'effort pour pouvoir construire le couple qu'on a à l'intérieur de soi. Et on ne comprend pas que l'autre, alors qu'on avait normalement le même projet, ne soit pas apte à aller dans le même sens quand il dérape de temps en temps. Voilà comment je vois les choses, à ma façon. En gros, c'est pas facile. Mais donc, du coup, c'est ça. Donc, aimer, c'est vraiment aimer les deux polarités, c'est-à-dire aimer ce qui est agréable chez l'autre, ce qu'on adore, et aimer ce qu'on aime moins, comme un projet d'ailleurs, ou comme quoi que ce soit dans la vie. Et on sait qu'on aime quand on aime les deux parties. C'est bien ça, aimer. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas exclu d'une autre partie, c'est juste que là, on ne va pas y aller. Si Mhm. quelqu'un adore le jazz et que moi, je suis à l'opéra, quand il va à un concert de jazz, je suis ravie pour lui et ça ne m'empêche pas, moi, d'écouter mon opéra. Je ne me sens pas frustrée de ne pas pouvoir partager le jazz. Je m'en fous. C'est vraiment un schéma où on peut accepter la différence de l'autre sans se sentir ou exclu ou rejeté, ou alors que dans ce domaine-là, c'est un autre ou une autre qui peut le partager. C'est ça. Donc, du coup, tu réponds à la question. Donc, si quelque part les débuts de relation sont compliqués, toi, tu n'appelles pas ça l'amour. Tu peux pas Non, aimer malgré tout. non. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie qui nous met en relation. Maintenant, ça peut être compliqué parce que ça fait peur. Mhm. Ça peut être compliqué. C'est-à-dire, je sens que mon corps veut aller constamment à l'autre ou qu'il me prend trop la tête parce que je pense trop à lui. Si j'ai l'impression que ça, c'est de la manipulation, parce qu'on adore ce petit mot-là, alors là, à ce moment-là, je vais mettre les quatre fers. C'est-à-dire que j'ai envie de le voir, je vais dire non, pas ce soir. Je veux ça, je vais dire non, pas maintenant. Enfin voilà, toutes mes envies, je vais les rendre pour pas être dépendant, pour pas être envahissant, pour pas montrer que, je sais pas, que l'autre prend toute la place. Il faut pas Parfois, quand on s'inquiéter. va, c'est ça. Parfois, quand on va trop vite aussi dans une relation, j'ai l'impression que ça peut faire peur à l'autre. Tu vois, si dès le début, tu veux aménager avec la personne, tu parles d'enfant, parfois ça peut un peu aussi effrayer. C'est pas que la personne ne t'aime pas, j'ai l'impression, mais c'est plutôt que ça peut du coup être un rythme qui correspond pas aussi. Oui, c'est que l'enthousiasme d'être à deux dans un espace que l'on croit commun amène à avoir envie d'être comme Adam et Ève et de créer le paradis, quoi. C'est-à-dire, ça donne envie de faire fleurir autour de soi le monde que l'on croit partager. Or, chaque monde est unique. Mhm. Mais pendant ce moment délirant, eh bien, notre monde se transforme justement par la présence de l'autre, mais on ne le sait pas. On le découvre après. C'est ça qui est passionnant. C'est vraiment un endroit pour faire fleurir votre univers. Mais C'est nous, ça. on a l'obligation de ne pas bouger. Toute relation qui nous transforme est une relation qui est à éviter. Or, l'amour ne peut être que transformation, dans un bien comme dans un mal, qu'importe. Il est celui qui sculpte qui on est et révèle des parts de nous qu'on ne connaît pas. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'une relation est bonne pour nous et quelque part est faite pour nous ou qu'elle devient toxique? C'est quoi les alertes qui nous montrent que ça devient... Parce que des fois, on peut être là-dedans aussi, tu vois, on a un désir d'être en couple. D'ailleurs, c'est très répandu, hein, ce désir d'être en couple, de construire une famille. On veut tellement se créer ça, mais parfois, on peut se rendre compte que la personne avec qui on est, la relation amène plus de conflits qu'autre chose. Donc, à quel moment on sait que c'est pas bon pour nous, en fait, que ça devient toxique, en fait, Quand c'est difficile. quand c'est compliqué? Quand ça fait mal, on n'est pas à sa place. Quand ça fait du bien, on est là. Qu'il ait des fois, on se fasse mal parce que justement, on découvre qu'on ne partage pas le même monde. Mais qu'ensuite, on prenne le recul et qu'on se dit: «Oui, mais enfin, on partage tellement d'autres choses que là-dessus, je lâche». OK? Mais dans une situation où j'ai constamment le sentiment qu'il faut me battre pour exister ou pour faire valoir ce que j'aimerais vivre, je n'ai pas à y rester. Sauf qu'on met une obligation de réussir dans le couple. On ne met pas l'expérience de la rencontre avec soi, on met l'obligation de durer dans un couple. Mhm. Alors, automatiquement, on va accepter l'inacceptable pour garder dans sa tête un couple qui fonctionne. Donc, à ce moment-là, on est au service de son rêve et pas au service de la réalité. Et ça fait souffrir. C'est magnifique. Mm. Euh, ok, du coup, c'est quoi un couple épanoui pour toi alors, Ghislaine? C'est un couple heureux. C'est un couple qui, euh, comment dire, est à deux. Pas qu'ils ne font qu'un, qu'il y a deux. C'est-à-dire que à chaque instant, l'un sait qu'il peut vivre sans l'autre. Ça, c'est un couple qui fonctionne. Parce que si je sais que je peux partir, chaque jour, je sais que je reste parce que je veux. Et pour ça, il faut avoir un monde riche.
Si mon monde est constamment dans la dépendance du monde de l'autre, à ce moment-là, mon manque d'autonomie dans ma réalité, dans mes rêves, dans ma créativité, dans mon travail, dans mes amis, dans cette manque d'autonomie, eh bien, va me faire mal parce que cette dépendance fait que je suis obligée de rester avec telle ou telle personne. Et ça c'est terrible. C'est Donc, ça. l'idée, c'est rester à deux et vraiment penser, c'est l'homme de ma vie aujourd'hui. Demain, j'en sais rien. C'est le couple, il faut savoir qu'un couple ne va que vers sa séparation quand même. Donc, puisqu'on va se quitter, que ce soit par la mort ou par autre chose, on va se quitter. Ça, c'est dit, c'est pas un risque. Combien de gens, par la peur de se perdre, mettent en l'air leur présent? C'est sûr qu'ils vont se quitter. Alors, on oublie ça et on se dit, maintenant, par contre, est-ce que ce que je vis me convient? Et ça, toi, tu l'as par exemple, parce que ça fait longtemps que tu es avec ton mari aujourd'hui, 30 ans, plus de 30 ans, c'est ça? 35 ans, 37 ans. 37 ans. C'est quelque chose que Dans tu as dans vraiment regarde, intégré. C'est quelque chose que parce que on peut le dire, et c'est quelque chose que j'ai conscience aussi, que de toute façon, toute chose sur Terre finit par s'arrêter, de toute façon. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu intègres vraiment et dans lequel tu es 100% OK avec ça, ou quelque part, ça reste quand même difficile pour toi aussi? Parce que c'est quand même dur, séparer quelqu'un qu'on aime, surtout après autant de temps. là, à l'âge qu'on a tous les 2, on est en train de prendre les réflexes des vieux. Pourquoi? Parce que je me dis, un jour je vais tourner la tête, il respirera plus. On est en train aussi de penser, tant qu'on est 2, on peut avoir, ce cadre, cette vie, et cetera. Quand on est seul, ça ne sera pas la même chose. C'est-à-dire qu'après, peut-être avoir eu peur de ne pas se rencontrer ou de ne pas vivre ensemble, aujourd'hui, on doit assumer la certitude qu'on sera séparés. Et ça intensifie énormément le présent. Bien sûr, ça apporte une joie terrible. Mais avant de rencontrer mon mari, j'ai divorcé. J'ai déjà été mariée pendant 12 ans avec quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire, et puis je suis de la génération où on s'est quand même beaucoup amusé. Donc, l'amour a été vu dans son expression de liberté, mais aussi pas de liberté par rapport à la religion, c'est la liberté d'oser se transformer à travers la relation qui nous envahit et quand elle part, nous laisse un grand vide. Mais ce grand vide, justement, permet que la prochaine histoire soit encore plus importante. Ah, Alors, justement, c'est une question super importante que je voulais enfin, ça soulève la question que je voulais te poser justement sur les ruptures. Une rupture, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment, ça nous chamboule au plus haut point. Voilà. Et je voulais te poser justement la question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'une rupture, c'est si dur? Qu'est-ce qui fait qu'une rupture, on a l'impression qu'on va parfois mourir quand on vit ça? Je pense qu'on est nombreux à le vivre, au moins l'avoir vécu une fois dans sa vie. Pourquoi c'est si dur en fait, Justine? Pourquoi est-ce que on en souffre autant, en fait? c'est un deuil. Pourquoi un deuil est dur? Parce qu'il y a eu de l'attachement. S'il n'y a pas d'attachement, c'est facile. Bon, donc si on souffre d'une rupture, ça veut dire qu'on a aimé. Mmh. C'est important, on a eu le cadeau d'aimer. Et le prix de l'amour, c'est la mort. Il n'y en a pas d'autre. Que ce soit parce qu'on pense que c'est prématuré, mais une mort aussi, on la trouve prématurée. Une rupture, on trouve que c'est prématuré. Parce que quelque part, ça nous demande tout d'un coup de se retrouver dans qu'est-ce que je veux moi ici et maintenant. Quand on est 2, il y a cette idée que, on construit ensemble donc c'est un peu comme je vais prendre un exemple tout à fait différent, mais quand on est 2, par exemple, on peut ne pas fermer la porte, on s'en fout. On n'a pas l'impression qu'il va y avoir un voleur. Vous dormez tout seul, tout d'un coup, vous fermez la porte. Franchement, c'est pas parce que vous avez votre compagnon à côté, s'il y a des gens qui viennent vous cambrioler, vous serez aussi mal. Mais il y a l'idée que quand on est 2, c'est plus facile, ça va être mieux. Donc faire le deuil de cette, déjà de ce confort d'être à 2, bien, c'est très, très douloureux, hein, et je crois qu'on trouve toujours comme dans la mort: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi j'ai pas profité?» On se pose les mêmes questions que pour un décès parce que c'est une fin Mmh. et toutes les fins sont douloureuses. Vouloir zapper ça, si je souffre pas d'une rupture, c'est que je n'ai pas joui de ce qu'il y avait avant. Alors Mmh. bon, mais on dit: «Petit bonheur, petit malheur, grand malheur», hein. Bon, ça va avec, hein. Jusqu'où on est prêt à se laisser secouer. On pleure, mais on ne meurt pas de la douleur. Elle Mmh. nous creuse, mais ensuite, la vie nous nourrit encore. C'est c'est cette idée que l'autre devient l'unique. Sauf que notre religion, notre culture
est beaucoup plus axé sur la souffrance que sur le plaisir. Ce qui fait que quand la souffrance est là, je ne sais pas, quelque part, on a un besoin de la garder un peu longtemps, parce qu'au moins, ça veut dire que ce qu'on a vécu, ça valait le coup. Hein. Alors, bon, on en fait des fois un peu trop, mais c'est notre façon à nous de, d'amplifier la joie de ce qu'on a vécu. Et très souvent, dans les ruptures, quand les gens que j'ai eus en thérapie me racontent le moment, l'après, la rupture qui devrait être une délivrance et qui devient une douleur, le couple qui me raconte n'a rien à voir avec le couple qu'ils ont vécu. On réagence l'histoire pour en faire une belle histoire qu'on ne comprend pas pourquoi on s'est séparés. Mais quand même, quand on s'est séparés, c'est qu'on était plus souvent malheureux qu'heureux, c'est sûr. Mais non, avec le deuil, tout. Mais si on prend une personne qui meurt, le fait d'en faire un défunt, c'est quoi? On enlève tous les trucs qui nous énervaient et on dit, ah oui, non, mais c'était quand même quelqu'un de vraiment bien. On a tout gommé. Bon, on fait pareil avec le couple jusqu'à ce que ça passe. Hein, le deuil a un temps et je crois qu'il faut se donner le temps du deuil. C'est une introspection intéressante et aussi de faire de son passé quelque chose de joli ou différentes façons. Mais dans notre société, on veut toujours zapper le temps des larmes et pourtant, c'est celui qu'on glorifie. Alors, je ne comprends jamais rien là-dessus. Et est-ce que tu crois aux couples qui se séparent, mais qui, peut-être d'ailleurs qui viennent te consulter pour ça, je ne sais pas, mais qui veulent se séparer ou qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble? C'est-à-dire qu'il y a des ruptures à un moment donné, mais ça n'empêche pas que la relation puisse continuer parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Ça, tu crois à ça ou pas? Bah, ça arrive, c'est pas, j'ai pas besoin d'y croire, ça existe. C'est des gens qui font des allers-retours en permanence. Mhm. C'est-à-dire, ils peuvent pas vivre ensemble, mais quand ils sont séparés, ils sont mal. Très souvent, des fois, je dis, il faudrait peut-être envisager un lieu commun différent. C'est-à-dire que je crois que c'était, non, c'est pas François Giroud, je sais plus laquelle qui faisait ça. Un avait un appartement au-dessus et l'autre un appartement en dessous. Et ils avaient installé un escalier avec une porte à l'intérieur. C'était pas idiot. Parce qu'il y a des fois, on est d'une nature, supposons que c'est 2 ours qui vivent ensemble, et ben, il y a des moments, ils ont besoin d'être seuls. Mhm. Donc, quand il y a 2 appartements, on a l'espace commun où on se retrouve quand on a la joie de se retrouver et l'espace où on va chacun de son côté et où on a besoin de voir ses amis tout seul. C'est des tempéraments. Je crois que ce qui est important dans un couple, c'est qu'il est particulier. Chaque couple est particulier. Si je suis d'une nature où c'est difficile de supporter l'autre trop longtemps, eh bien, il faut que j'organise un environnement qui permette des tempos de vie différents. Mhm. Super intéressant, ça me parle beaucoup. Tu l'as abordé, mais justement, comment est-ce qu'on sait qu'on aime vraiment l'autre? Parce qu'il y a quand même... alors, je sais que tu en as parlé dans une vidéo, ça ne te plaisait pas trop, le terme de dépendance affective, mais ça existe quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne se sent pas suffisamment bien avec soi-même, on a tendance justement à vouloir chercher chez l'autre, et notamment dans le couple, ce qu'on on n'arrive pas à donner soi-même, et donc à compenser cette partie-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on aime vraiment l'autre et que c'est pas juste de la dépendance? Parce que des fois, comme tu le fais comprendre, le cerveau peut nous jouer des tours. On pense que c'est l'amour, que c'est qu'on aime l'autre, mais en fait, c'est parfois plus de la dépendance face à l'autre ou face à la solitude. Comment est-ce que on arrive à faire le distinguo entre les deux, en fait? On est dépendant, on est des natures dépendantes. Je dépends du soleil, je dépends de l'air, je dépends de l'eau, je dépends de tout. On nous fait un culte de l'individualisme alors que nous sommes des êtres connectés, dépendants, et dépendants de l'amour. Parce que quand il y a de l'amour, on respire, on se sent heureux. Quand il n'y est pas, on est malheureux. Par contre, le problème, c'est que si je ne m'aime pas, et ça c'est fréquent, alors ça c'est très très fréquent. Si je ne m'aime pas, je crée un personnage aimable, tout en sachant qu'à l'intérieur de moi, moi, personnellement, je ne suis pas aimable. Mais le personnage que j'ai créé est aimable. Mhm. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui tombe amoureux, pas de moi, puisque moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas aimer, mais d'un personnage aimable que j'ai créé, ma grande peur, c'est qu'un jour, le personnage ne fonctionne plus, qu'on voit que derrière, il y a celle qui n'est pas aimable ou celui qui n'est pas aimable. Alors là, c'est un problème, parce qu'on est dépendant constamment que ce personnage reste sur scène. On devient comme un acteur, on devient comme un chanteur. C'est-à-dire, c'est le regard de l'autre qui nous fait vivre et nous, on est cachés. La part de soi intime ne peut pas s'exprimer parce que celle-là n'est pas aimable. Alors là, on rentre dans le cadre où c'est l'autre qui me maintient en vie. Tant qu'il ne tourne pas les yeux, j'existe. Mais
Si on travaille vraiment sur soi, on découvre que la partie unique, particulière que l'on a, eh bien, elle est là en train de souffrir toute seule et n'est jamais nourrie. Elle est à la cave. Et comment justement on sait, Gisèle, qu'on s'aime? C'est une question très très importante, hein, et pour l'instant j'aime bien l'aborder dans les interviews. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'aime vraiment? C'est quoi vraiment s'aimer? Est-ce que c'est prendre soin de soi à plein de niveaux, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, s'apprêter? Parce que ça fait partie de s'aimer, je suppose, mais c'est pas suffisant. Comment est-ce que tu sais que tu t'aimes vraiment en fait? Et c'est quoi s'aimer vraiment au final? C'est la capacité d'être heureux seul. Hmm. Il y a une façon de pouvoir se connecter au monde qui nous rend la vie agréable. C'est- L'amour vient dans ma capacité à me relier à la vie, pas à l'autre, à la vie. Ça peut être une plante, ça peut être un chien, ça peut être une personne, qu'importe. Mais cette capacité à aimer la vie fait que je ne suis jamais seule. Et c'est ça qui donne à l'amour la rencontre. C'est-à-dire que l'autre, c'est une connexion, c'est la relation qui me nourrit. C'est pas l'autre, c'est la relation. Comme quand je suis en relation dans les bois, c'est la relation qui me nourrit. C'est pas le bois à qui je dois, mon Dieu, heureusement que tu existes. Non, c'est la relation avec le bois. Quand on s'aime, c'est ça, c'est une capacité de semer la vie. C'est de rentrer en contact. Or, c'est pas tout à fait ce qu'on enseigne. Parce que nous, on doit au contraire se protéger tout le temps pour rester dans la culture du mort, hein, du personnage que l'on a construit. Alors que si je sais que je peux me connecter, je sais que je ne serai jamais seule. Parce que je sais que je ne serai jamais seule, l'autre n'a pas un poids énorme. Il a la rencontre, le compagnon, celui qu'on marche, comme quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle. On ne sait pas jusqu'où ça va, mais on a passé un bon moment. Voilà, parce qu'on sait que plus loin, il y en a un autre, que plus loin, il y a peut-être une biche avec qui on va se marrer, qu'importe. C'est cette idée qu'il y a toujours quelqu'un à rencontrer. C'est ça, s'aimer. Et alors, ok, et du coup, si on ne s'aime pas, déjà, est-ce que c'est binaire? Est-ce que c'est blanc ou noir ou est-ce qu'il y a des degrés? Je veux dire, est-ce qu'on peut s'aimer à 5 sur 10, à 7 sur 10, à 2 sur 10 ou c'est binaire? C'est blanc ou noir pour toi? Bah, soit on est coupé de son corps, soit on n'est pas coupé de son corps. Quand on est coupé de son corps, ce qu'on va aimer, c'est que des histoires compliquées. Parce que c'est dans la tête. On écrit des histoires d'amour, on écrit des couples, on fonde des familles, on fait des opérations, on est des potes, on est tout ce qu'on veut, mais tout est dans la tête. Quand on est avec le corps, à ce moment-là, c'est en fonction de l'ouverture de ce corps. On peut avoir un corps qui a été mal aimé, qui tremble et qui donc a une peur à l'ouverture de quelque chose de nouveau de plus. Quand j'ai eu plusieurs épreuves dans la vie concomitantes, à un moment, mon corps, eh bien, la vibration s'est légèrement refermée, donc j'ai moins le temps de l'ouverture. Mais on a besoin aussi, quand on vit avec ce corps, de temps de solitude, même pour pleurer, hein, les choses, afin que le corps se réouvre gentiment. Donc, c'est pas binaire, mais c'est où je suis un être uni, c'est-à-dire que je pars du corps et la réalité émerge, ou je suis quelqu'un de coupé et je vis essentiellement avec ma tête. Ça ne crée pas la même, comment dire, ça crée pas la même ouverture, mais je pourrais pas dire comme là tu viens de faire des degrés, des notes, non. C'est, je crois on voit que les gens qui ont eu beaucoup de malheur, par exemple, hein, qui ont eu des traumatismes et cetera, c'est incroyable parce qu'ils sont joyeux quand ils traversent et qui sont capables d'aimer encore et encore. Je regardais Alexandra Davinel, bon, ben, à 101 ans, elle demandait un passeport, mais 10 ans avant, elle avait encore un amoureux, quoi. Donc, c'est vraiment des gens qui, à 90 ans, rencontrent encore l'amour avec des gens bien plus jeunes que des fois. C'est cette capacité d'aimer et de mourir en aimant encore. Donc, c'est accueillir même la mort comme un orgasme ultime. C'est super. Mais pour ça, il faut cette ouverture du corps parce que lui ne met pas des mots, il met une sensation de joie. Ok, et quand tu parles d'ouverture, quand tu parles d'être avec son corps, est-ce que ça veut dire être dans son ressenti plutôt que dans sa tête? C'est ressentir comment je me sens avec lui, comment je me sens avec elle, comment je me sens dans cette situation. C'est ça en fait. Comment je respire? Si quand la personne rentre, je commence à angoisser. Bah, là, pourquoi je reste? Mhm. S'il y a quelque chose que je n'ose pas dire ou quelque chose qui a été vécu qui n'est pas fait. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon corps s'est rétracté. Qu'est-ce que je vais faire quand il se rétracte? Je vais dire: «Oh arrête, tu as pas pensé à ça» et je vais l'ouvrir. Ou alors je vais me rappeler la personne comme elle était quand elle était gentille. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas avec celui ou celle qui est là, je suis avec celui ou celle qui était avant là.
Mhm. Alors, mon corps se détend, mais il se détend avec le cinéma que je mets dans ma tête. Alors que si je ne pense pas, je suis à table et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de parler? Non. Est-ce que j'ai envie de l'embrasser? Non. Est-ce que je me sens détendue? Non. Qu'est-ce que je fous là? Alors, il faut être détendu pour être bien avec quelqu'un. Si, justement, quand quelqu'un nous plaît, on peut avoir du stress aussi, tu vois. Mais si je ne suis pas bien, mon corps me dit quelque chose. Si j'ai du stress, je vais dire, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce que je ne peux pas dire? Je vais tout de suite me poser la bonne question. Je fais augmenter la sensation et l'image vient tout de suite. Ah, c'est une radio, hein, le corps. Augmente et hop, ça y est, il y a l'image. Et c'est super intéressant. J'adore cette interview, Justine, vraiment. En plus, tu réponds vraiment à toutes les questions que je me pose. Alors, est-ce que les principes du couple hétérosexuel sont les mêmes que pour les couples homosexuels, bisexuels? Enfin, je veux dire que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, c'est les mêmes principes finalement qui régissent ces couples-là, je suppose. C'est-à-dire qu'on est des êtres vibratoires avant d'avoir été mis dans une catégorie, d'accord? Si je parle moi, par exemple, supposons qu'est-ce que c'est qu'un couple hétéro? À ma façon, je dis bien à ma façon, je ne suis pas la messe, hein, donc c'est juste ma façon. Mais à ma façon de décoder la vibration des couples hétéros, c'est qu'on va retrouver cette façon-là. Il y a l'homme, celui que je vais appeler l'homme, c'est celui des deux qui passe d'abord par la tête et après, il sent. Il rentre dans un appartement, la première chose qu'il dit, 25 mètres carrés, 2 mètres de hauteur, très bonne luminosité. Et après, ah ben quand même, on se sent bien, on respire là. Ça, c'est le côté, j'analyse, je sens. Donc, j'imagine les choses, je les sens. Le second, à côté, que je vais appeler la femme, mais c'est vraiment pour vous donner un schéma classique. Ouais, le féminin, quoi. Voilà, le féminin, Mhm. c'est la personne qui rentre qui dit: «Oh, je me sens bien là. Ah, ben écoute, c'est éclairé effectivement, mais il y a une bonne hauteur et puis, en fait, ça doit faire, 30 mètres carrés». Voilà. Là, elle a d'abord senti, laissé venir de plus en plus ses sensations et après, elle a mis. Quand ils se rencontrent, un qui privilégie le masculin, l'autre qui privilégie le féminin, celui qui est féminin va sentir son masculin se réveiller et donc il va avoir envie de blabla. Il faut parler au restaurant. Et l'autre, qui est toujours dans la tête, il va sentir son féminin se réveiller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute dessus. Alors, quand ça se passe dans la tradition, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est plus dans la tête et après le corps, et la femme plus dans le corps et après la tête, ça va très bien, parce qu'on va te dire, les mecs, ils te sautent dessus, et on va te dire, les femmes, elles ont besoin d'un repas au restaurant. C'est une généralité, mais ce n'est pas vrai. Mais ça donne ça. Mais on peut avoir des vibrations où on va avoir deux personnes qui sont exactement dans le masculin. Alors là, on va avoir des rapports où il faut du théâtre, il faut beaucoup de mise en scène avec des choses comme ça, très, 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 pour les faire jouir à partir de la tête. Et puis alors, il y en a d'autres qui vont rentrer plus dans le corps. Alors là, c'est toutes les sensations, on va rentrer dans des schémas que les deux, ils ne font pas d'image, ils restent dans un schéma très, très sensoriel qui peut aller au masochisme ou qui peut aller dans des états d'extase, mais qu'avec le corps qui est pris dans la pulsion. C'est encore une autre forme de sexualité. Et au sein de ces possibles, il y a après le variable, ceux qui sont plus ou moins dans la tête, ou beaucoup moins, ou plus ou moins dans le corps. Et là, ça donne à chacun une sexualité particulière. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour ça que on, on a mis tellement d'images au niveau du sexe et tellement de clichés que rencontrer une sexualité innovante aujourd'hui ou des fantasmes innovants, alors que le fantasme est vraiment la source de soins énergétiques essentiels pour notre vie, eh bien, aujourd'hui, ils sont pollués, hein, parce qu'il n'y a pas que la pollution atmosphérique, il y a notre pollution par rapport à nos fantasmes et notre sexualité, car on a un code chrétien pratiquement dans notre lit. Hein. Les femmes doivent subir, leur plaisir ne compte pas, c'est le mec. Enfin, je veux dire, on arrive. Alors que notre soumission à l'acceptation de vie est une transe bien plus profonde, où les fantasmes peuvent être bien plus forts que toutes ces petites images qui n'amènent que dans la tête des interdits à transgresser. Franchement, ça n'apporte pas grand-chose. C'est ça. D'ailleurs, l'homosexualité, c'est vrai que c'est encore pas forcément bien vu aujourd'hui, hein, malgré qu'on est en 2022. J'ai encore l'impression que c'est compliqué, alors que quand on regarde les animaux, il y a quand même beaucoup d'espèces qui ont des comportements homosexuels, par exemple.
Et on ne se pose pas la question, on se dit que c'est la nature qui veut ça. Donc, quelque part, pourquoi ce serait différent pour les êtres humains? Parce que l'homosexualité n'amenait plus de la créativité, c'est-à-dire des enfants, et qu'il fallait de la chair à canon pour pouvoir envahir le voisin. Donc, on a essentiellement vu dans le rapport sexuel la reproduction. Comme on regarde les animaux, c'est pour les manger. Enfin, je veux dire, chez nous, c'est toujours on va faire quelque chose de quelque chose. Dire je fais pour le plaisir à ma façon, comme je le ressens, avec ma particularité, c'est interdit. Donc, deux hommes, deux femmes, ils ne produisent pas. S'ils ne produisent pas, c'est ça. Quand je ne peux pas produire, je dois dégager. En gros, ça revient à ça. Hein. Donc, on a aujourd'hui un regard sur la nature et sa variété qui fait peur, parce que le monde se referme. Moi, j'ai connu un monde qui s'ouvrait. Là, je pense que mes filles et puis mes petits-enfants sont en train de rencontrer un monde qui se ferme, vraiment. Hein. On a des lois, et peut-être qu'en Colombie, ça va passer, je crois, où la thérapie de conversion va peut-être disparaître, mais quand même, obliger quelqu'un d'aller se faire soigner parce qu'il est homosexuel, mais moi j'ai envie de pleurer. Je Mm. pleure même d'une chose comme ça, parce que à 3-4 ans, mon Dieu, ça se sait. C'est pas, c'est pas un drame. Et en plus, qui, qui, quelle est l'agression dans l'expression d'amour de deux corps? Où est l'agression? Je veux dire, on voit des êtres se faire la guerre, se taper, on trouve ça normal, on voit des films de violence en permanence, mais deux corps qui dansent ensemble pour toucher l'orgasme, c'est-à-dire l'extase de la vie, c'est incroyable que ça fasse aussi peur, Mm. si ce n'est cette histoire de production. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est tout ce qui est différent fait peur, hein. De toute façon, de manière générale, le voisin fait peur. Enfin, s'il est trop différent de nous, voilà, je pense que c'est aussi des questions de ce qu'on considère différent, en fait. Mais c'est quand même une époque où la différence de plus en plus crée la peur. Si on prend C'est 60... drôle, hein? Ah oui, parce que Ça devrait être l'inverse quelque part, puisque plus on avance et plus justement les choses évoluent. Donc, on est censé quand même avoir moins peur de l'autre, puisqu'on comprend mieux le monde de l'autre, puisqu'on a accès aussi à Internet, on peut découvrir voilà, des tribus, enfin, plein de choses qu'on ne voyait pas avant, que les gens ne voyageaient pas de la même façon, ne pouvaient pas accéder aux mêmes images qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, on est censé être plus ouvert parce que plus... Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas, hein, si ça se trouve, je me trompe complètement, mais je trouve ça bizarre que ça se referme, en fait. ah oui, mais le monde est une respiration. Il n'y a pas cette ligne droite, il n'y a que nous qui l'imaginons. Mm. Et on voit bien aujourd'hui, au niveau des anthropologues et tout, ils disent c'est pas vrai, ce qu'on a fait avec cette verticalité, c'est pas vrai. Il y a eu des multiples cultures, il n'y a pas que la nôtre n'est pas un sommet. On retrouve tout ça, mais un monde se referme très souvent quand il a peur, d'une part, et puis aussi quand on a développé l'individualisme. Quand on a eu cette petite ouverture, il y avait au contraire cette quête de l'autre. Hein. On partait à Katmandou, on allait faire un truc, on a développé le tourisme. Et au départ, le tourisme, c'était pas avec des cages où on va à tel hôtel, telle piscine, où on vient juste pour le soleil et bronzer. Non, c'était on va visiter les pays. C'était ça le tourisme. Hein. Et on allait dans le local à l'époque. On n'avait pas peur d'attraper des maladies à la tonne ou des choses comme ça. Donc, il y a eu cette idée que la différence était notre richesse. Mais ce qui s'est passé avec la technologie, c'est un peu comme la dictature. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on part d'un principe d'ouverture et de rassemblement et on finit par avoir développé l'individu seul devant son écran. Comment on est arrivé à ça? Par deux choses. Le rêve, c'est-à-dire qu'à travers l'écran, ben, je vais avoir des métavers, je vais avoir les jumeaux numériques, je vais vivre des sensations sans me faire mal. Mon corps est à l'abri. Mon expérience ne sera qu'intellectuelle. Donc, je peux la virer parce que je dirai, ah oui, mais je ne l'ai pas vécu, c'était virtuel. Donc, je peux vivre n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle ne va jamais aller et abîmer le personnage que je dois être. Et ça amène petit à petit ce rêve fou d'être en éternelle sécurité au niveau du corps et en immortalité au niveau de la tête. Et ça, c'est nourri comment? Avec la peur. Parce qu'avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui, il y a le rêve et la peur. L'information, c'est quoi? C'est il y a la guerre là, il y a ça là, il y a celui qui vole. Bon, alors qu'on sait que le taux, par exemple, de violence a diminué. Il n'a jamais été aussi bas. Mais non,
les faits divers qui alimentent cette plateforme que nous partageons tous font que je ne peux plus sortir, donc je suis d'accord pour investir mon monde virtuel. Et en fait, j'oublie que c'est dans la rencontre des corps que se lie la solidarité et que c'est dans cette solidarité qu'apparaît l'unique et l'étonnant. Alors que là, nous rentrons dans une dictature de la technologie. On n'est pas dans un dictateur, le père de la nation, hein, qui soumet les enfants à sa vision, hein, mais on est avec une dictature d'un monde où on ne meurt jamais. C'est cette quête de l'immortalité à tout prix, hein, qui nous fait mourir. C'est ça qui est dingue. Mais c'est la vie, ça. C'est le paradoxe de la vie. Et c'est ça qui est amusant. C'est super intéressant. Revenons à la question de l'amour, où on parlait d'amour de soi. Je ne pense pas t'avoir posé la question, mais du coup, si on ne s'aime pas suffisamment, comment est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer plus, en fait? Ah, alors c'est très difficile parce que dans notre concept, on prend les phrases, on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on dit aime ton prochain. Jusque-là, ça va. Comme toi-même, cela va plus. Pourquoi? Parce que soit on ne s'aime pas. D'accord. Mais pourquoi on ne s'aime pas? Parce que si j'arrive à la maison que je dis oh, j'adore ce que je fais, c'est génial, etc. On dit bon, que tu te prends. Hein? Si après on dit oh, ben moi, ça me va, là, tu vois, je sens la satisfaction. Tu n'as pas d'ambition. Alors, comment je fais pour m'aimer? Puisque je n'ai même pas le droit de célébrer que je m'adore. C'est impossible. Je suis dans l'orgueil. Donc, quand on dit aime-toi, mais on se flagelle toute la journée et on doit aimer son prochain comme soi-même. Alors, comme on ne s'aime pas, ben, on voit comme on aime son prochain. Très mal. Donc, il n'y a pas un truc pour apprendre à s'aimer si Il justement on a faut quitter envie. la religion. Faut quitter cette administration de la religion. Quand, quand on a sa place et qu'on s'aime, les gens ont l'impression que quelqu'un qui s'aime, il a besoin de personne. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Quelqu'un qui s'aime peut aborder tout le monde. C'est ça la différence. C'est que ce n'est pas parce que quelqu'un ne le regarde pas que ça le gêne. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit que ça le gêne. Alors on dit, ah oui, bah alors il fait ce qu'il veut. Ben oui, c'est à peu près ça. Mais si on veut comprendre s'aimer, il faut penser au soleil. Le soleil, il brille. Il y en a qui le fait bronzer, il y en a pour qui c'est la sécheresse, il y en a pour qui c'est un cadeau et pour il y en a d'autres, c'est un drame. Lui, il brille. Quand on s'aime, c'est exactement ce qui se passe. Il y en a qui vous adorent, d'autres qui s'en vont plus loin, mais au moins, son champ, sa particularité étant exprimée, si on l'aime, on ne s'occupe pas de savoir qui vous aime pas. On est joyeux quand quelqu'un partage la danse que l'on fait, et puis c'est tout. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais une astuce, un truc, un premier exercice à faire parce qu'on est nombreux, je pense, enfin, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui ne s'aiment pas. Et c'est pas tant que la personne n'en vaut pas la peine, parce que tout le monde en vaut la peine en soi, mais c'est simplement parfois aussi des principes d'éducation, de religion, comme tu l'expliques. C'est juste qu'on n'a pas appris, en fait, à s'aimer, on n'a pas appris à se regarder, peut-être de l'intérieur. Tu On pourrais a, donner. on a appris à ne pas s'aimer. Ça, c'est par contre, C'est il ne faut ça. pas oser le dire. Alors, comment faire, du coup? Et à ne pas s'aimer. C'est faire ce qu'on aime. Par exemple, faire ce qu'on aime, c'est un acte d'amour pour soi. J'aime faire des interviews, j'aime faire du sport, je le fais. J'aime, je sais Oui, pas moi, faire du vélo, je le fais. Ça veut dire que je m'aime suffisamment pour le faire. si je vais à ce que j'aime, euh, on va me dire c'est trop facile. Parce qu'on adore la difficulté. Mais je crois que le plus dur pour s'aimer, c'est que quand on est, on dit qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux être? C'est comme si on montrait un film et on dit alors c'est quoi le personnage que tu veux? Il faut que la personne gagne sa place. Il faut que la personne trouve sa place. Alors que quand on est, on a déjà sa place. Quand on comprend que comme je suis, c'est parfait. Si j'avais dû être autrement, je le saurais. Eh bien, on commence à aimer qui on est. Avec, peut-être pas dans le coup pour l'époque, hein, peut-être qu'on n'a pas la taille qu'il faut, ce qu'il faut pour l'époque, mais c'est je suis née avec cette place et je vais être le porte-parole de cette place, de qui je suis. Je suis en train de rencontrer ma propre lumière plutôt que d'être là à me dire, tu crois que je peux être ça? Ah non, là, j'ai pas la taille, ça. Tu crois que je peux être ça? Ah ben non, là, j'ai pas l'intelligence. Tu crois que je peux être ça? Oh, c'est trop fatigant, je pourrais pas le faire. Hein? Ça veut absolument rien dire. Si je suis un ours, je reprends un ours. Si je suis un ours, franchement, je vais avoir besoin d'une période où il ne faut pas qu'on m'embête.
Et je n'ai pas besoin de travailler toute l'année, ce n'est pas possible. Donc, je vais me retrouver dans un endroit où il ne faut pas que je gagne beaucoup d'argent parce que je ne peux pas avoir une ambition démente, mais j'ai besoin d'être, alors peut-être, je ne sais pas, je vais être garde forestier ou peut-être que je vais faire des choses où il va y avoir un temps et où ça va s'associer à un temps. Mais je suis une abeille. Moi, il me faut la collectivité, il faut que chacun ait sa fonction autour de moi, que je sache exactement ce que je fais et que je m'arrête jamais. Voilà. Bon, et donc, quand je suis en vacances, je vais au Club Med, c'est parfait. Donc, je ne dis pas la pub pour le Club Med, je vais en camping ou je vais là où il y a beaucoup de monde parce que là, je suis à l'aise. Et dès que je trouve ma nature, je ne me pose pas la question si, en étant un loup, je ne vais jamais plonger dans l'océan. Je m'en fous. Ils plongent s'ils veulent, les dauphins, c'est leur histoire. Moi, je suis dans les bois, tout va bien. Donc, ça Ouais. change complètement le monde. Et tu parlais justement des corps qui, quand on vivait des épreuves parfois difficiles, le corps va se rétracter en fait, et que donc après, parce qu'il a enregistré cette information-là, une autre expérience qui va ressembler à ça va faire qu'on va se rétracter, la cellule se rétracte. Comment est-ce qu'on peut apprendre, malgré les épreuves de la vie qui sont, parce que tout le monde vit des épreuves, même s'il y a des histoires plus dures que d'autres, mais tout le monde en vit quand même. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas être une cellule rétractée, mais plutôt une cellule qui s'ouvre malgré tout? Est-ce qu'il y a un truc, un exercice? Non. Donc, quand on est une cellule rétractée, eh bien, on sait que ça va passer. Parce que tout passe. On ne peut pas rester infiniment rétracté. Essaye d'expirer. Hein, et à un moment, tu vas être obligé d'inspirer. Essaye d'inspirer tout le temps, tout le temps. À un moment, tu seras obligé d'arrêter et d'expirer. La vie, on ne peut pas rester comme ça tout le temps. Si par contre, comment dire, je pense qu'en restant comme ça m'évite de vivre, tout en ne me tuant pas, parce que c'est interdit, eh bien, là, je vais y rester. Souvent, quand on reste longtemps dans un état, il faut regarder le bénéfice. Quand ça passe, c'est-à-dire on a un moment de deuil, on se rétracte, on a eu peur, on se rétracte, ça fait partie de la vie. Les fougères se rétractent dès qu'on les a. C'est pareil, on le sait. Mais on sait qu'après, l'événement passe, on se réouvre, sauf un grave traumatisme, et là, on va voir un thérapeute. Mais sinon, la vie respire comme ça. Par contre, si on maintient rétracte, il faut commencer à se dire, au fait, je fais tout pour m'isoler, etc. Quel est mon bénéfice? Et là, on touche vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. En fait, l'être humain ne fait rien non plus pour rien, même inconsciemment, Oui, souvent inconsciemment d'ailleurs. C'est que si on reste dans une situation, même inconfortable, les peurs, les malaises sociaux, parce que ça, enfin, ça arrive aussi beaucoup, hein, le fait de ne pas être allé socialement, le fait de ne pas oser faire ceci, pas cela. Mais ça a toujours des bénéfices de ne pas oser, en fait. Celui de oui. garder. Le bénéfice, c'est si je n'ose pas, je ne vais pas échouer. Donc, ça veut dire que j'ai une injonction de réussite. Mhm. Et si je tombe dans l'inertion, hein, dans cet immobilisme, j'y mets la maladie ou j'y mets une crise psychologique, qu'importe ce que je fais, mais quelque part, le vrai tyran, c'est l'obligation de réussite. Donc, tant qu'on n'a pas touché celui-là, on peut pas, on fait le mieux pour soi. On fait toujours le mieux pour soi. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Parce que on a des injonctions pour exister dans cette société qui ne sont pas naturelles. Donc, on fait toujours le mieux pour soi. Donc, quelque part, on a toujours de l'amour pour soi malgré tout. Mais on est souvent dans la survie. Je ne sais pas si ça, c'est l'amour. En tout cas, c'est plus souvent dans la survie que dans l'amour de soi. Mhm. Mais la survie, c'est l'éternel combattant, hein. Et il a toujours l'impression qu'il va tout perdre, qu'il n'aura pas assez pour demain, qu'il n'aura pas assez, qu'il n'aura pas assez, qu'il n'aura pas assez. Ah, on a la survie du cœur aussi. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Ghislaine. J'ai une question que j'ai envie de te poser. Je ne sais pas si c'est vraiment approprié pour l'interview, hein. Je vais quand même la poser. Je la retirerai si jamais je ne le sens pas. Mais ça me vient comme ça parce que justement, ça peut être aussi en lien avec le sujet du rejet de soi-même et du suicide. Est-ce que quelque part, quelqu'un qui met fin à ses jours, parce qu'il y en a aussi, bah, ça a toujours existé, mais on entend de plus en plus parler de ça, est-ce que c'est une forme de rejet de soi-même? C'est une forme de manque d'amour de soi? Comment tu définirais ça? Tu vas me dire chaque situation est différente, évidemment, mais... Bien sûr, les conditions ne sont plus réunies pour que la vie existe. Bon, je pense que le futur qui nous attend, vu comment on s'y prend.
Il y a beaucoup de jeunesse qui ou vont se perdre sous une forme ou sous une autre parce que le futur fait peur. Quand les conditions ne sont pas réunies, les animaux meurent, ils se suicident, les plantes aussi. Enfin, les plantes, elles sont les plus malines parce qu'elles ont besoin de personne pour exister. Mais les animaux ont le même type de problème que nous. On voit aujourd'hui des bandes de dauphins se suicider, etc. parce que les conditions ne sont plus réunies. Ça fait partie du vivant. Hein, et à l'intérieur de soi, quand ce monde ne me convient pas parce que je ne peux rien y exprimer, ben, à un moment, je m'en vais. Simplement, le suicide est interdit, religieusement, il est interdit. Hein, sinon, on n'a pas de paradis, c'est l'enfer pour l'éternité, tout le bazar. Donc, si on croit à ça, c'est très important. Et puis, si on est dans certains États des États-Unis, si on se rate, on va en tôle, hein, parce que c'est interdit Ah aussi. oui. Oui, donc le suicide, ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment ce qui a permis l'esclavage d'exister. Parce que si le monde est inacceptable, parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je vive, ben je meurs. Et à ce moment-là, le tortionnaire qui me fait vivre des conditions inacceptables, il n'a plus personne. Donc il est obligé de changer les conditions s'il veut avoir quelqu'un. Mais si je n'ai pas droit à mettre fin à mes jours parce que les conditions de vie sont inacceptables, en dehors de la pulsion de vie qui nous permet d'accepter vraiment beaucoup de choses, si j'ai pas droit, que culturellement cette pulsion de vie est renforcée par l'interdiction, alors je peux accepter ce que aucun être humain peut accepter. Merci en tout cas infiniment d'avoir répondu à mes questions, Ghislaine. C'était vraiment l'interview que j'ai littéralement adorée. J'espère d'ailleurs que vous aussi. Si c'est le cas, mettez-le évidemment en commentaire. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Mettez un petit pouce vers le haut pour nous dire que vous avez apprécié la vidéo. Je vous rappelle que vous avez un lien sous chacune de mes vidéos pour vous inscrire à une session déclic que je vous offre pour aller plus loin ensemble en coaching. Cette session est offerte. Ghislaine, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Où est-ce que les gens peuvent suivre les vidéos que tu fais, par exemple, sur Instagram? Sur Facebook avec éveil-chamanisme, sur Instagram aussi, Gisèle Duboc, ils vont me trouver sans problème. Super. Bah, écoute, je mettrai le lien en dessous de l'interview, du coup. Je mettrai le lien en dessous de l'interview. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt.